bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode aujourd'hui, on va parler de glucides, de régime, de jeûne, de rôle de l'ADN dans les selles, de tout un tas de choses comme ça. Alors j'espère que vous avez passé un bon week-end. Moi j'ai eu la belle famille et ça s'est très bien passé, sauf que comme d'habitude je mange toujours un peu plus en famille. Et là, j'ai mangé... Qu'est-ce que j'ai mangé ? Tiens, j'aime bien en parler parce que les gens aiment bien savoir et puis ça permet de désidéaliser les gens que vous entendez en podcast. Alors, on est allé manger au restaurant. J'ai choisi... Alors, comment ils appelaient ça ? Des tacos de canard. Donc, c'est un restaurant qui est au bord d'un lac à côté de chez moi, donc qui est... Alors, c'est rien de... C'est pas guindé du tout, hein, c'est normal comme restaurant. Et c'était des espèces de petits tacos avec du canard effiloché à l'intérieur. Donc j'ai juste pris ça comme plat avec un café. Et hier on avait après la famille est partie, on a eu un anniversaire d'une filleule. Et là par contre ça a été gaufres et j'ai mangé une glace et du gâteau au chocolat. Voilà. Donc bon petit week-end, surtout le dimanche. Et en fait, juste pour dire aussi, pour ceux qui sont en IUT, licence, sciences de l'énergie, prépa ou école d'ingénieur, mon beau-père vient d'écrire un ouvrage qui s'appelle Thermodynamique, hein, Jean-Pierre Dumas, Thermodynamique. Vous avez des exercices, etc. C'est dans la collection De Boeck supérieure. Donc voilà, il vient juste de sortir. Donc si ça vous intéresse, si vous êtes en IUT ou licence, ou que la thermodynamique c'est quelque chose qui fait partie de votre quotidien, enfin dans votre travail ou dans vos études ou autre, eh bien il y a ce bouquin et voilà quoi. Donc vous pouvez aller voir. Je vous mettrai pas le lien, mais bon, il est assez simple à trouver. Vous tapez thermodynamique Dumas D-U-M-A-S et vous le trouverez assez facilement. Donc voilà, parce que je pense qu'il sera pas invité sur les plateaux de télé comme ceux qui écrivent des romans et tout ça. Donc je lui fais un peu de promo dans le podcast, surtout que ça parle de science et de thermodynamique qui peut intéresser certains des auditeurs, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui m'écoutent. Bref, on démarre le podcast. C'est parti. Donc il y a glucides et glucides. Donc c'est un article de Nutrition Fact. D'ailleurs, j'ai vu que le comment dire, il y a une guéguerre entre Nutrition Fact et ceux qui sont pro diète carnivore. Bon, on aime bien les débats en 2023. Enfin, en tout cas, créer des guéguerres pour. Mais ça rapporte toujours de l'audimat, enfin de l'audience à l'un et l'autre. Hein, donc, n'y voyez pas un gagnant ou un vainqueur dans les clashs. Les deux gagnent toujours. C'est-à-dire que ça, nous, on a l'impression qu'il y a un gagnant et un vainqueur, mais un gagnant et un vainqueur. Je suis fatigué ce matin. Un gagnant et un perdant. Bref. Bon, il y a des glucides et des glucides. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire en gros qu'il y en a qui seraient mieux que d'autres. Donc voilà ce que j'ai tiré de cet article. La structure des aliments et pas seulement leur composition en nutriments a un impact sur nos résultats biologiques et sanitaires et modifie notre absorption des graisses et des hydrates de carbone. Une absorption trop rapide des glucides après un repas à index glycémique élevé peut déclencher des changements hormonaux et métaboliques susceptibles de favoriser une alimentation excessive. Par exemple, des adolescents ont mangé 53% de plus après avoir consommé des flocons d'avoine instantanés. Enfin, vous savez, avec le processus instantané, là, les trucs qui réagissent tout de suite à l'eau, etc., que ceux qui avaient consommé le même nombre de calories de flocons d'avoine. Alors, ils disent couper à la main, donc broyer. Vous savez, ceux que vous avez,
Les flocons d'avoine, quoi, bruts. Et pas ceux qui sont instantanéifiés, je pense qu'on dit ça comme ça, pour qu'ils se mélangent bien, etc. Donc déjà, tous les process comme ça que vous avez pour améliorer la dissolution d'un produit, forcément, ça améliore aussi sa digestibilité. Donc on va se retrouver avec une glycémie qui va être beaucoup plus rapidement perturbée que sur des produits bruts, quoi. Bon, je continue. Les nouvelles méthodes industrielles, par exemple la cuisson par extrusion et le soufflage par explosion. Moi, ça me fait toujours rire quand je lis les méthodes industrielles. T'as limite l'impression que c'est... En fait, ça fait vraiment comme dans les dessins animés quand ils mettent les grosses lunettes là et qu'ils mettent une goutte de produit vert dans une fiole rouge et que bam, ça explose. J'ai toujours l'impression que c'est comme ça dans l'industrie agroalimentaire, que c'est vraiment... Et puis après, nous, on se retrouve à bouffer le machin, quoi. Enfin bon. Utilisées pour créer les céréales, donc les nouvelles méthodes industrielles utilisées pour créer les céréales du petit déjeuner accélèrent la digestion et l'absorption de l'amidon, ce qui provoque une réaction glycémique exagérée, même si le produit ne contient pas de sucre ajouté. Donc c'est ça aussi qui est intéressant parce que je sais qu'aujourd'hui encore beaucoup de personnes, et à juste titre, regardent la quantité de sucre ajouté sur le tableau des ingrédients, enfin tout ça sur un produit, et désolé, je baille alors que je suis en train d'enregistrer un podcast, c'est relativement rare ça quand même. Là, ça traduit bien les dormir sur le matelas du salon. Bref, qu'est-ce que je racontais ? Oui, on n'est pas habitué à lire ce genre de choses parce que c'est vrai que ceux qui font attention, en règle générale, ils disent mais il n'y a pas de sucre ajouté dans ce produit, donc c'est bien. Et en fait, la modification industrielle des glucides, eh ben, même en l'absence de sucre ajouté, vous vous retrouvez à avoir des réactions glycémiques exagérées. Parce qu'en fait, ils ont tellement modifié la structure de l'aliment, donc là pour le coup des céréales du petit déjeuner, que même si vous ajoutez pas de sucre, et le truc il se digère tellement rapidement. Vous savez, c'est un peu comme, j'aime pas prendre cet exemple parce que j'aime pas taper sur les boulangers, mais c'est un peu comme le pain blanc, quoi. Dans le pain blanc, logiquement, enfin, je crois pas, il n'y a pas de sucre ajouté. Vous avez de la farine, de l'eau, certainement du sel, enfin bon, et du levain ou de la levure ou je sais pas comment on appelle ça. Mais il n'y a pas de sucre ajouté. Et pourtant, vous avez une glycémie qui est l'IG d'une baguette blanche est hyper élevée. Donc là, l'absorption de l'amidon, avec les nouvelles méthodes industrielles, peut provoquer des réactions glycémiques exagérées, même en l'absence de sucre ajouté. Ensuite, le blé râpé, alors je sais pas ce qu'ils appellent le blé râpé, mais on imagine que c'est du blé qui n'est pas mixé ou je sais pas quoi. Donc le blé râpé et les spaghettis contiennent le même ingrédient, donc le blé, mais les céréales pour petit déjeuner ont un indice 2 fois plus élevé que les pâtes. Donc le blé râpé, je pense que c'est le blé mis sous une forme plus, on va dire, plus malléable pour les céréales du petit déjeuner. Donc c'est la même chose, sauf que quand vous allez le manger, il va pas se passer la même chose. C'est-à-dire que les spaghettis qui sont pas... alors je crois que l'IG des spaghettis, c'était les numéros 5 qui étaient calculés dans le bouquin que j'avais, qui étaient plutôt raisonnables. Mais bon, encore une fois, tout dépend de la cuisson, de ce que vous mangez avec. Mais bon, bref, voilà. Donc les aliments à faible indice glycémique peuvent nous aider à nous sentir rassasiés plus longtemps que les aliments équivalents à un indice glycémique plus élevé. Et en comparant le nombre de calories consommées au cours du déjeuner 3 heures après un petit déjeuner composé soit de flocons d'avoine rapides, donc instantanéisés, là, soit du même nombre de calories de flocons de maïs, soit simplement d'eau, les chercheurs ont constaté que les personnes du groupe flocons d'avoine se sentaient nettement plus rassasiées. Alors, flocons d'avoine rapides, je sais pas si c'est instant. Je sais pas. J'ai un doute. Et avaient moins faim, qu'elles mangeaient ensuite nettement moins au déjeuner, tandis que les groupes flocons de maïs mangeaient autant que le groupe eau seulement qui avait sauté le petit déjeuner. Ah, parce que les flocons de maïs, ça a un IG plus élevé. Attendez, je vais essayer de vous donner cette information parce que ça me turlupine. Comparer...
Non, c'est flocons d'avoine tout court. C'est pas, ils ont modifié rapide, mais c'est flocons d'avoine tout court. Donc c'est flocons d'avoine le best, quoi. Après, encore une fois, je dis ça pour les gens qui achètent peut-être des céréales pour leurs gosses, mais logiquement, adultes, vous en mangez plus de ce genre de choses. Enfin, j'imagine. Vous mangez plus de céréales du petit déjeuner de type, je vais pas dire les marques, mais les marques classiques des enfants. À la limite, vous mangez quoi? Un petit muesli fait maison et pas un muesli tout fait, faites gaffe. Hein. Les muesli tout fait, c'est gavé de sucre. Mais un muesli que vous faites vous-même, ou des flocons de sarrasin, en porridge, des choses comme ça. D'ailleurs, c'est ce que je fais moi en ce moment. Flocons de sarrasin en porridge. Bon, allez, sujet suivant. Régime DASH versus régime cétogène. C'est pas un combat de lessive, c'est un combat de régime. Donc un essai clinique de l'université du Michigan, publié dans la revue Annals of Family Medicine, a révélé que le régime cétogène, riche en graisse et pauvre en glucides, est plus efficace que le régime DASH. Donc DASH veut dire Dietary Approach to Stop Hypertension, recommandé par l'American Heart Association pour améliorer la santé des adultes obèses, hypertendus, diabétiques ou prédiabétiques. Au cours de l'étude de 4 mois, les participants suivant le régime cétogène ont enregistré une plus grande baisse de la pression artérielle systolique et du taux d'hémoglobine glyquée. Donc ça, c'est un marqueur pour le diabète. Hein. Ah bah c'est écrit après. Un marqueur de la glycémie et ont perdu plus de poids. Donc ce régime pourrait donc offrir une meilleure approche pour lutter contre l'obésité, l'hypertension et le diabète, des problèmes de santé courants en France. Oui. Là, alors, la diète cétogène, il faut vous dire une chose qui est en fait, même ceux qui font la diète carnivore là actuellement, alors en France ça prend pas hein, la diète carnivore. Il y a quelques personnes. Moi personnellement, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, mais c'est ni plus ni moins qu'une espèce de diète cétogène. Sauf que, alors ceux qui font la diète carnivore vont me dire pas du tout, mais oui, parce que il y a dans la cétogène va y avoir des avocats, etc. Bon, la diète carnivore ou la diète cétogène. Globalement, c'est protéines, graisses, etc. Mais bon, rien à voir. Donc, ce genre d'approche, et d'ailleurs, il y a des problèmes avec ça, même dans les énoncés. Pourquoi il y a des problèmes? Parce que il y a une espèce de résistance encore dans l'esprit des gens par rapport à la consommation d'œufs, par rapport à la consommation de viande. Je vous parle uniquement du point de vue santé. De poisson, de protéines en fait, pas de viande particulièrement, mais de protéines. Et si vous voulez, même quand ils essayent de regarder, la dernière fois je regardais justement des régimes, les pour, les contre du régime, je sais plus si c'était cétogène ou carnivore d'ailleurs, un article qui en parlait. Et en fait, ils mettaient les avantages et inconvénients, donc c'était sur un site de santé. Et dans la case inconvénients, ils mettaient à la fin problème écologique. Mais en quoi l'écologie directement impacte la santé? Alors je sais que vous allez pouvoir me dire oui, mais si parce que, mais non, mais je parle directement, c'est-à-dire comme les glucides à IG élevé par exemple. Ça, c'est un impact direct, pas un truc genre phénomène en cascade à long terme, moyen terme. Et je trouve que c'est là où on se rend compte que quand l'écologie contamine en fait un discours santé, c'est problématique parce que c'est biaisé. C'est-à-dire qu'on pourrait arriver à enlever un ingrédient, et je dis pas que la viande l'est, hein, mais un ingrédient bon pour la santé, en le faisant passer pour un inconvénient, donc le problème écologique, pour un inconvénient au même rang que celui de la santé. D'ailleurs, pour moi, je ne ferai pas ici de hiérarchie entre santé de l'homme et santé de la planète. J'en ai rien à foutre en fait. Hein, c'est pas mon débat. Tout simplement parce que je suis pas compétent dans un des deux domaines, donc ça me sert à rien d'en parler. Et c'est juste pour dire que quand on fait une comparaison de deux régimes, et là, je pense que cette approche doit énerver, déranger des gens parce que la diète cétogène, on a du mal à l'accepter.
C'est-à-dire que c'est une approche alimentaire qui contrarie vraiment les croyances installées depuis des années, notamment la réduction des graisses et des graisses saturées, etc. Bon, évidemment, faut pas vous gaver de graisses saturées, hein. Mais il y a cette résistance. Mais bon, là, l'Annals of Family Medicine là montre ça malheureusement. Donc c'est profitable pour le diabète, pour l'hypertension, l'obésité. Donc c'est quand même les gens hyper tendus. Donc c'est pour ça. Ça, vous savez que par exemple les œufs qui sont encore très largement diabolisés dans le discours public, enfin même par certains, même beaucoup de professionnels de santé, tout ça. Ça date des années, je crois que ça a démarré dans les années 60-70, la diabolisation des œufs. Et on sait depuis maintenant, je pense qu'on a toujours su, hein, en fait, hein, mais il y a eu un gros appui scientifique de mauvaise qualité dans l'autre sens qui a incriminé les œufs, notamment pour sa teneur en cholestérol. Mais aujourd'hui, vous avez encore par exemple, et notamment pour les graisses, le Nutri-Score, si je ne m'abuse, se base assez largement sur la teneur en graisse d'un aliment. C'est d'ailleurs pour ça qu'une huile d'olive va avoir un Nutri-Score tout pourri. Alors que bon, c'est pas quelque chose on peut pas le mettre au même rang, par exemple, que des petits gâteaux au chocolat, sucre ajouté, etc. Bref, je sais pas pourquoi je divague comme ça sur d'autres sujets, mais c'est intéressant de voir que ce genre d'approche alimentaire. Alors là, on aimerait voir si une approche diététique. Moi, j'attends de voir si une approche diététique comme ça pourrait être recommandée par des médecins, notamment en France, parce que la diète cétogène, vous savez, ça se rapproche quand même du régime Dukan, et le régime Dukan, je crois que il a pas eu bonne presse à l'époque. Hein, oui, d'ailleurs, je crois qu'il en a même perdu son titre de médecin, hein, le bonhomme. Donc voilà. Donc jeûne intermittent versus jeûne à l'eau de 5 jours. Donc à l'eau à boire. Hein. Donc jeûne intermittent versus un jeûne durant 5 jours, donc un jeûne, pas un jeûne sec justement, un jeûne à l'eau, contre un jeûne intermittent, donc un jeûne, on imagine, du 16-8 comme font la plupart des gens. Donc selon une étude de l'université de l'Illinois à Chicago, dirigée par Krista Varidi, le jeûne à base d'eau, où les gens ne consomment que de l'eau pendant plusieurs jours, pourrait aider à perdre du poids à court terme. Mais il est incertain combien de temps cette perte sera maintenue. Les avantages métaboliques tels que la baisse de la tension artérielle et l'amélioration du cholestérol disparaissent rapidement après la fin du jeûne. Donc en fait, les effets sont plutôt aigus pendant, quoi. C'est comme c'est une béquille temporaire, quoi. L'étude n'a toutefois pas révélé d'effets indésirables graves pour ceux qui jeûnent de cette manière. Donc Varadi, met en garde contre la pratique de ces jeûnes plus de 5 jours sans supervision médicale. Le jeûne semble entraîner une perte de poids notable à court terme, allant de 2 à 10% en fonction de la durée du jeûne. Cependant, la majorité du poids perdu pendant le jeûne était de la masse maigre et non de la graisse. Donc masse maigre, c'est en partie la masse musculaire. Hein. Ce qui est le contraire de ce qui se passe généralement pendant la perte de poids. Pour ceux qui cherchent à perdre du poids, Varadi recommande le jeûne intermittent plutôt que le jeûne à base d'eau, car il y a plus de données montrant qu'il peut aider à la gestion du poids. Alors évidemment, si vous faites de la muscu et que vous voulez absolument faire un jeûne, je vous dirais pareil. Je vous dirais, si vous voulez absolument jeûner, moi je suis pas pour le jeûne. Hein. Enfin, pas pour le jeûne long terme à utiliser comme ça, c'est-à-dire jeûne intermittent tout le temps. Moi, je suis plus à manger le soir, et puis vous mangez rien de la nuit, vous remangez au petit déjeuner. Enfin bon, voilà, ce qui fait une période de jeûne peut-être pas suffisante pour beaucoup d'entre vous, parce que vous vous couchez tard, vous vous levez très tôt, ou j'en sais rien. Mais moi, je passe plus de 8 heures sans manger facilement, voire plus d'ailleurs, voire beaucoup plus. Au moins 10 heures, je pense, parce qu'on mange à quelle heure et je me lève à quelle heure. Ouais, au moins 10 heures sans manger, quoi, la nuit. Entre le dernier repas et le premier repas de la journée. Mais sinon, c'est normal que
Imaginez, vous n'allez pas aller faire des séances de muscu ultra performantes si vous êtes en plein jeûne de 5 jours à l'eau. À l'eau à boire. Et donc là, c'est pareil, je recommanderais plutôt de faire un jeûne intermittent qui me semble fournir un petit peu de carburant au quotidien, plutôt que de faire un jeûne à l'eau tout court, quoi. Après, il y a du pour et du contre dans le jeûne intermittent. Évidemment, les jeûnes, ce qu'ils appellent les jeûnes de 5 jours où vous buvez que de l'eau ou des tisanes, souvent c'est pour des gens qui sont obèses ou il peut y avoir en fait il faut pas vous mettre dans la peau de quelqu'un qui est obèse avec des graves problèmes de santé, qui doit faire quelque chose coûte que coûte, sinon il y passe. Vous ne faites certainement pas partie de cette catégorie. Certainement que vous faites du sport, vous avez une approche alimentaire beaucoup plus raisonnable que la plupart des gens, et ça ne vous concerne pas en fait ce genre d'approche. À la limite, un petit jeûne intermittent de temps en temps, parce que c'est quelque chose qui vous plaît. C'est vrai que les gens me disent souvent, mais t'es assez critique envers le jeûne intermittent. Mais parce que, après, je hiérarchise. Si ça permet à la personne de manger sainement, parce que ça la motive à manger sainement, de faire un jeûne intermittent, pourquoi pas? Parce que si elle a une option où elle mange n'importe comment toute la journée, ou jeûne intermittent et elle mange sainement, pourquoi pas? Je préfère. Mais après, moi, j'ai rien contre le jeûne intermittent, mais pas celui où on commence à manger à 13h et on finit à 20h. Moi, je suis pour celui où on commence à manger à 7, 8h du matin et on finit le dernier repas avant 18h, le soir. Ça, pourquoi pas? Mais qui le fait, ça? Qui le fait, ça? Personne. En général, les gens font celui qui permet de manger le plus possible en fin de journée. Et ça, pour moi, c'est pas la philosophie du jeûne intermittent. Pour moi, ça, c'est la philosophie de je veux pas arrêter de me gaver en fin de journée. Et je veux continuer à sauter le petit-déj parce que j'ai pas faim le matin. Et ça, pour moi, c'est pas une bonne façon de faire le jeûne intermittent. Mais bon, bref. De toute façon, les études sont d'accord, elles vont dans ce sens-là. Elles disent qu'il n'y a pas de problème de santé quand les gens font le jeûne intermittent. Enfin, pas de problème de dérégulation métabolique, parce que vous savez qu'il y a une dérégulation métabolique quand vous vous habituez à faire des gros repas en fin de journée, et surtout tard le soir. Gros sujet là-dessus ce week-end. Je vous en dirai un peu plus après là. Bref, voilà. Vous savez ce que j'en pense et voilà ce que disait le jeûne intermittent versus le jeûne à l'eau, et c'était Science Daily qui en parlait. Donc ensuite, un code barre dans les toilettes. Donc c'est un petit HS, mais quand même qui me plaisait bien. Donc c'est un article de Science Daily aussi. Donc, je vais citer ce qu'il dit. Donc, une nouvelle méthode utilisant le codage ADN pour identifier les aliments d'origine végétale dans les selles humaines. Donc, les selles, parce que vous évacuez, a été développée par des chercheurs du laboratoire de Lawrence David, professeur associé de génétique moléculaire et de microbiologie à la Duke School of Medicine. Le marqueur utilisé est une région de l'ADN que les plantes utilisent pour alimenter les chloroplastes, appelés tRNLP6. Cette technique permet non seulement de déterminer ce qui a été consommé, mais aussi les quantités relatives de certaines espèces alimentaires. Alors, moi, ce qui me plaît là-dedans, c'est pas ce qui se dit dans l'article, mais moi, j'essaye de voir le futur avec une technologie comme ça. Moi, personnellement, est-ce que vous savez, aujourd'hui, le biofeedback, c'est-à-dire le biofeedback, c'est en partie les montres connectées qui vous donnent le pouls, la quantité d'oxygène, etc. Bientôt, on l'espère, le taux de sucre, donc la glycémie, etc. Donc, on s'intéresse à ça, mais on n'a pas d'analyse des selles en temps réel. C'est-à-dire que vous pouvez faire analyser vos selles, vous envoyez vos selles dans une petite boîte à un centre qui vont vous dire... D'ailleurs, je crois que c'est même un test qui, à 50 ans, vous le faites de manière... La Sécu vous envoie la petite boîte de manière automatique pour voir s'il n'y a pas des problématiques et pour aller explorer un peu plus loin. Mais c'est vrai que ça peut être intéressant, il me semble, d'avoir un biofeedback de ce qui traîne dans les selles. Et ça, les WC du futur, je pense que ça pourrait être intéressant.
en termes de prévention, c'est quand même cool, quoi. Vous allez faire un numéro 2. Donc vous allez au cabinet, vous faites votre numéro 2, et sur un petit écran, ou relié directement à votre téléphone pour garder chacun de l'intimité, voilà, vous allez avoir, pas un résumé, mais vous dire, voilà, teneur en fibres, teneur en eau, teneur en graisse, teneur en protéines. Alors faut faire attention, hein, parce que si c'est relié à des machines... comment dire, genre des passes sanitaires ou des trucs comme ça, ils vont vous dire vous avez mangé trop de viande, taxe écologique. Mais bon, dans le futur, moi ça m'intéresse d'avoir du biofeedback sur mes selles sans avoir besoin de passer par un labo, mais qui a un capteur qui puisse détecter. Je trouve ça intéressant en fait. Alors, je sais que ça, là, je sais pas à quelle heure vous m'écoutez, mais c'est peut-être pas très agréable à écouter si vous m'écoutez en prenant le petit-déj. Mais bon, ça reste quand même du feedback, par exemple. Est-ce que ça pourrait dire, vous avez évacué, je sais pas moi, l'équivalent de tant de grammes d'acides aminés, ce qui potentiellement veut dire que vous avez mangé dans les 36 heures dernières tant de viande, de poisson ou autre. Est-ce ça? Et puis, en fait, vous pouvez voir ce qui reste, ce qui sort des moments où vous assimilez mieux, moins bien, etc., quoi. Et puis potentiellement aussi quelque chose de très intéressant, avoir des infos sur le microbiote. Vous imaginez savoir ce qui peuple vos intestins et l'algorithme pourrait vous dire du coup vous avez besoin de tels probiotiques, de telles souches, ou alors si vous préférez consommer des aliments, mangez plutôt je sais pas, de la choucroute et des yaourts bifidus pendant 5 jours pour repeupler. Enfin, imaginez un futur. Enfin, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui on a du mal à voir le futur de manière attractive. C'est-à-dire que on se dit il va faire de plus en plus chaud. Alors je pense que selon où vous habitez en France, vous vous en rendez pas trop compte. Mais quand on habite dans le sud de la France, il fait chaud. Et quand vous n'avez pas la clim, il fait très chaud, même la nuit. Pourquoi je raconte ça? Oui, parce que on a du mal à voir un avenir assez désirable. On a tendance à voir le climat, on a tendance à voir les problèmes de guerre, de migration, etc. Parce que le climat, tôt ou tard, il va faire déplacer des populations. Donc du coup, des problèmes de pénurie, des problèmes de place, des problèmes de travail, d'emploi. Puis il y a aussi l'intelligence artificielle, etc., etc. Donc on a tendance à voir le scénario catastrophique, ce qui n'est pas exclu. Mais on a du mal à voir un peu de lumière à travers tout ça. Et c'est vrai que moi, personnellement, je pense que notre santé, que la santé en général, mais notre santé individuelle, sera de moins en moins une source d'angoisse. Alors je sais qu'il y a des gens qui disent « moi je suis pas du tout angoissé pour ma santé », mais vous inquiétez pas, tôt ou tard ça arrivera. Il y a un moment donné où les gens qui sont pas anxieux pour leur santé et tout, c'est ceux qui n'ont pas encore compris qu'un jour la mort arrivera, qui sont dans une forme de déni ou j'en sais rien, mais ça arrive tôt ou tard. Et après, on commence à se dire bon, la santé c'est quand même cool, faut en prendre soin. Et c'est vrai que ça soit l'intelligence artificielle, toutes ces technologies, les capteurs de plus en plus précis, etc., nous permettent quand même et nous permettront à l'avenir d'être de plus en plus proactifs sur notre santé, de faire de plus en plus de prévention, et donc du coup d'avoir moins d'anxiété, d'épée de Damoclès au-dessus de la tête, quoi. Et ça, imaginez vos enfants et vos petits-enfants quand ils seront adultes, ils diront mais comment ils ont fait à leur époque pour réussir à vivre avec de la technologie aussi bas de gamme pour la santé, pour opérer, et ça sera une victoire. Et ça, faut le voir comme quelque chose de bien, quoi. Je sais qu'aujourd'hui on parle de mettre des puces dans le cerveau, etc., avec Neuralink et tout, mais ça c'est la phase spectaculaire en fait des avancées. Il y a aussi la phase du soin du biologique, de l'organique, qui avance, qui se développe, et ça, on peut que s'en réjouir. On peut que s'en réjouir.
Et vous savez aussi, enfin bon, ça j'en parlerai pas ici parce que j'ai déjà assez traîné. Donc 8 repas du soir pour perdre du gras en musculation. Vous savez, moi je fais partie des gens qui pensent que le repas du soir, je sais pas, je pense, c'est que même la science appuie ça, ça n'est pas pareil de consommer ce que vous consommez le soir que si vous le consommez le midi que le matin. Je sais que beaucoup de personnes sont convaincus que les glucides, ils disent, mais je comprends pas cette idée de glucides du soir et tout est une question de glucides sur la journée. En fait, je comprends pas qu'ils comprennent pas, mais bon, je pense qu'il y a quelque chose de plus parce que souvent ce sont des gens intelligents qui disent ça, donc je pense que il y a des fois j'ai presque l'impression que c'est un peu volontaire qu'ils disent ça. Mais bon, bref. Donc je vous ai fait un post là-dessus et il y a même des chiffres qui sont presque des chiffres. C'est pour ça que j'ai même récupéré, vous allez voir, une image un peu marketing, vous savez, du téléachat où il y a une personne obèse qui devient maigre là tout de suite. Donc un gif animé, je vous l'ai mis là dans le... vous allez voir le lien, vous verrez. Et il y a même du texte qui ressemble à... Ça pourrait être un discours purement marketing, faussement efficace, etc. En fait, pourquoi 99,5% des personnes échouent dans leur régime ? Vous pourriez vous dire, mais 99,5%, ça c'est vraiment le truc marketing à fond pour pas dire que tout le monde échoue. Mais en fait, le pire, c'est que c'est ça. Les chiffres, c'est ça. C'est pour ça que j'ai même linké la stat, en fait, pour que les gens puissent voir. Mais globalement, les gens échouent tous à faire des régimes. Non seulement parce que les gens leur disent, mais il faut pas faire de régime. Les régimes, c'est pas bien et tout, mais un régime n'est pas forcément un régime hypocalorique. Hein. Mais c'est surtout parce que la psychologie, en fait, les gens ne veulent pas se passer de la bouffe qu'ils aiment à fond. Donc, c'est-à-dire tout le temps, ils veulent pas se passer de ça, mais pas forcément des jeunes adultes, des adultes grands. Enfin voilà, ils ne veulent pas, ils veulent pas en tout cas se raisonner à cette consommation d'aliments, c'est-à-dire de se raisonner, de se dire ok, ça c'est peut-être pas des aliments à consommer matin, midi et soir. C'est plus des aliments à consommer de temps en temps. Et par contre, il y a des aliments que je peux consommer matin, midi et soir qui sont profitables. Mais ils n'arrivent pas forcément tous à le comprendre, quoi. Mais bon, bref. Moi, ce que j'ai fait, donc gérer ses repas pour la perte de poids, ce que le régime à la mode ignore sur la gestion du poids, notamment ce que je disais tout à l'heure c'est beaucoup d'influenceurs induisent beaucoup de gens en erreur de ce côté-là. Et bon, je trouve que c'est problématique parce que malheureusement, ça fait pas avancer le progrès dans le bon sens. Donc, ce qu'il faut faire précisément lorsque vos fringales nocturnes commencent à saboter votre perte de poids, oui, parce que tôt ou tard dans les régimes, il y a un moment donné où on met le pied dans le piège à loup de la fringale nocturne, donc vous savez, le fait de se relever la nuit ou en fin de soirée d'aller grignoter un truc dans le frigo. Ce qu'il faut jamais faire lorsqu'on essaie de perdre du poids et ce qui va vous faire reprendre tous vos kilos, etc. Mais bon, surtout j'ai inclus une liste de 8 repas du soir pour perdre du gras. Donc il y a 4 omnivores et 4 végétariens, parce que je sais qu'il y a de plus en plus de gens végétariens. Une méthode pour les dîners légers, etc., qui augmente vos chances de perdre du poids, mais sans aller vous coucher avec la faim au ventre. C'est ça parce que le but, c'est pas d'aller vous coucher avec le ventre, d'avoir la dalle, hein, parce que ça marche pas. Et donc du coup voilà. Donc tout ça c'est tourné autour du repas du soir. Allez voir le lien. Déjà même si vous faites sans faire de régime. Là si aujourd'hui vous voulez pas faire de régime, vous faites vous mangez un peu ce qui vous plaît. Essayez d'inclure au moins ces 8 dîners pour sécher. Déjà commencez avec ça et vous allez voir que vous allez tout doucement dégonfler un peu. Et c'est important parce que vous allez voir que ça vous permettra de vous mettre le pied à l'étrier. Alors je sais que le dîner c'est le repas le plus difficile à modifier, mais si vous arrivez à modifier celui-là, déjà ça serait cool. Et laissez faire un peu la nature comme ça. Déjà, vous allez vous réveiller, vous allez avoir peut-être une meilleure énergie, etc. Mais c'est surtout que si vous, en même temps de ça, vous faites du sport, et notamment de la muscu, c'est là où vous allez voir la plus grosse différence sur votre physique, quoi. Vous verrez que le physique va vraiment commencer à se modifier, quoi. Parce que souvent, les gens me disent, ouais, mais moi, je fais la diète et tout, ça marche pas. Tu fais la diète, mais au niveau de tes ratios caloriques, c'est où qu'il y en a le plus? Et là où tu manges le plus? Ah, mais souvent le soir c'est ça. On se rend compte que le soir finalement c'est que le bouquet final du matin et du midi, quoi. C'est-à-dire que le matin ils ont mangé léger, le midi ils ont mangé moyen et le soir ils mangent beaucoup. Et ça
même en faisant la diète, ils comprennent pas que c'est ça qui leur pose problème. Et qu'il y a des solutions pour pas avoir faim tout en mangeant léger le soir. Donc on en parle. Allez voir les liens dans les notes et voilà, vous aurez toutes ces infos. Sinon, nous, on se retrouve, si vous aimez le podcast, on se retrouve tout de suite pour écouter un autre épisode, parce qu'il y en a plein, peut-être que vous avez en retard. Et si vous voulez continuer à m'écouter, allez voir les notes en description pour les 8 dîners faciles pour sécher. Et voilà. Allez, à plus, bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, avant de partir, j'avais juste quelque chose à vous partager. C'est vrai que vous avez peut-être des temps morts à meubler, que ce soit des temps de trajet dans les transports en commun, du cardio un petit peu long sur un tapis de course, ou alors tout simplement envie de remplacer les programmes que vous avez la soirée pour de l'apprentissage. Vous êtes peut-être adepte des émissions, des documentaires, des reportages, etc. Sauf que dans le monde de la musculation, de la nutrition, du développement, d'un mode de vie sain, etc. C'est un peu maigre en contenu dans les médias grand public. Et donc, ce que je vous propose, moi, personnellement, c'est d'aller faire un tour dans la bibliothèque alors, c'est un Netflix version fitness privée qui vous coûtera moins cher qu'un lavage auto au rouleau par mois. Et là, vous avez vraiment tous les sujets. Alors, c'est plein de cours que je propose. Il y en a déjà plus de 300. Ce sont sur le sommeil, sur les hormones, sur la nutrition. Donc ça peut être pourquoi on a faim, pourquoi on n'arrive pas à tenir un régime, comment faire, quelles sont les solutions, mais aussi d'anatomie pour l'entraînement, des programmes d'entraînement. Donc tout ce qui est lié à la perte de graisse, si vous avez du gras sur le bas du ventre depuis des années, ou alors si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire, tous ces sujets du plus connu, entre guillemets, du plus recherché au plus pointu, tous ces sujets sont largement abordés dans cet espace VIP. Donc, pour rappel, pour y accéder, vous avez un lien en description. Si vous ne le trouvez pas, vous allez sur www.fitnessmiss.fr et vous faites devenir membre. Voilà, vous trouverez sur le site. Et vous accédez à ce contenu caché que vous pourrez écouter partout. Voilà, je vous laisse ici. Très bonne fin de journée à tous.